En l'espace de 100 ans, entre 1450 et 1550, trois inventions ou événements transforment irréversiblement la civilisation humaine. L'imprimerie de Gutenberg, vers 1450, rend le savoir reproductible à grande échelle. Pour la première fois, une idée peut traverser un continent en quelques années plutôt qu'en siècles. En 1492, Christophe Colomb touche les Caraïbes. L'Amérique entre dans la conscience européenne. Deux mondes qui s'ignoraient depuis des dizaines de milliers d'années entrent en contact, avec des conséquences catastrophiques pour l'un d'eux. En 1517, Martin Luther affiche ses 95 thèses à Wittenberg. La chrétienté occidentale se fracture. La réforme commence. Ces trois événements, l'imprimerie, le contact avec les Amériques, la réforme, ne sont pas des accidents isolés. Ils émergent dans un contexte de bouillonnement intellectuel et artistique sans précédent depuis l'Antiquité grecque. On appelle ça la Renaissance. Et comme toutes les grandes transformations, elle est à la fois brillante et brutale. Partie 1. La Renaissance, l'invention de l'individu. Voix off. La Renaissance naît en Italie et plus précisément à Florence au XVe siècle. Pourquoi Florence? Parce qu'elle est riche. Les Médicis, banquiers, mécènes, manipulateurs politiques de génie, financent des artistes, des architectes, des philosophes. La compétition entre villes italiennes, Florence, Venise, Milan, Naples, Rome, crée un marché pour le prestige culturel. Ce qui définit la Renaissance intellectuellement, l'humanisme. L'idée que l'être humain, pas seulement Dieu, est au centre des préoccupations, que l'étude des textes antiques, de la nature, du corps humain est légitime et précieuse. Léonard de Vinci, 1452-1519. L'archétype de l'homme de la Renaissance, le terme homme universel a été inventé pour lui. Il peint la Joconde et la Seine. Mais ses carnets contiennent des études anatomiques d'une précision chirurgicale, des projets d'hélicoptères, de tanks, de ponts à arches centrales. Il dissèque des cadavres pour comprendre les muscles. Il étudie le vol des oiseaux pour concevoir des ailes. Michel-Ange, 1475-1564. La chapelle Sixtine, peinte couchée sur des échafaudages pendant 4 ans. Le David, 5 tonnes de marbre, 5 mètres de haut, sculpté d'une seule pièce. La Pietà. Il est aussi architecte. La coupole de Saint-Pierre de Rome lui doit son dessin. La perspective linéaire codifiée par Brunelleschi au XVe siècle révolutionne la peinture. Pour la première fois, les peintres représentent l'espace en 3 dimensions de façon cohérente. Ce n'est pas qu'une technique artistique, c'est un changement dans la conception de la réalité. L'espace est mesurable, rationnel, représentable. L'imprimerie de Gutenberg vers 1450 démultiplie tout. Un livre coûtait avant le prix d'une maison, copié à la main par des moines. Après Gutenberg, les prix s'effondrent. En 50 ans, 8 à 10 millions de livres sont imprimés en Europe, plus que tous les manuscrits produits depuis 1000 ans. Les idées se propagent à une vitesse sans précédent. C'est l'imprimerie qui rend la réforme possible. Sans elle, Luther reste un moine contestataire local. Partie 2. Les grandes découvertes, l'expansion européenne, voix off. La Renaissance italienne coïncide avec ce qu'on appelle les grandes découvertes, un terme discutable, car les peuples qu'ils rencontrent existent depuis des millénaires et se découvrent très bien tout seuls. Mais du point de vue européen, c'est une révolution du monde connu. Pourquoi les Européens? Jared Diamond a répondu à cette question dans de l'inégalité parmi les sociétés. La géographie. L'Europe a accès à un accès ouest, ce qui facilite la diffusion des innovations climatiquement compatibles. Elle dispose de nombreuses espèces domesticables, chevaux, bovins, moutons, et la compétition entre cités et États crée une pression permanente à l'innovation militaire et technologique. Les Portugais montrent la voie. Henri le Navigateur subventionne l'exploration systématique des côtes africaines. En 1488, Bartholomew Dias double le cap de Bonne-Espérance. En 1488, Vasco de Gama atteint l'Inde en contournant l'Afrique. 1492, Christophe Colomb. Financé par les rois catholiques d'Espagne, il cherche une route vers l'Asie en allant à l'ouest. Il touche les Bahamas le 12 octobre. Il croit jusqu'à sa mort être arrivé en Asie. Son grand mérite, ou son grand défaut selon le point de vue, est d'avoir persisté contre toute prudence. L'Amérique en 1492.
On l'oublie souvent. Les Amériques ne sont pas vides. On estime la population précolombienne entre 50 et 100 millions de personnes. Des civilisations complexes. Les Aztèques au Mexique avec Tenochtitlan, une ville de 200 000 habitants, plus grande que n'importe quelle ville européenne de l'époque. Les Incas en Amérique du Sud, un empire de 12 millions de personnes avec un système de routes, d'archives et de communication remarquable. La catastrophe démographique. En un siècle, la population indigène des Amériques chute de 80 à 90%, pas principalement à cause des guerres, à cause des maladies. La variole, la grippe, la rougeole, des maladies pour lesquelles les Européens avaient développé une résistance partielle après des siècles d'élevage et d'épidémies. Les Amérindiens n'en avaient aucune. C'est le plus grand effondrement démographique de l'histoire humaine. Et c'est involontaire, ce qui ne le rend pas moins catastrophique. Partie 3. La réforme et les guerres de religion. We voix off. 1517. Martin Luther, moine augustinien allemand, est scandalisé par la vente des indulgences, des certificats que l'Église vend pour raccourcir le temps passé au purgatoire. Il publie 95 thèses critiquant cette pratique. Grâce à l'imprimerie, ces thèses circulent dans toute l'Europe en quelques semaines. L'Église le somme de se rétracter. Il refuse. La réforme protestante commence. Ce qui est frappant, Luther ne voulait pas diviser l'Église. Il voulait la réformer de l'intérieur. Mais le mouvement échappe à son auteur. D'autres réformateurs, Calvin à Genève, Zwingli à Zurich, les anabaptistes en Allemagne, poussent encore plus loin. Et puis les princes allemands s'emparent du mouvement pour des raisons très peu spirituelles. S'approprier les terres de l'Église, résister à l'autorité de l'empereur, affirmer leur indépendance. Les guerres de religion ravagent l'Europe pendant un siècle. En France, les guerres de Huguenots, culminant dans la nuit de la Saint-Barthélemy, 24 août 1572, plusieurs milliers de protestants massacrés à Paris en quelques heures, propagés dans tout le pays. En Allemagne, la guerre de 30 ans, 1618-1648, le conflit le plus dévastateur d'Europe avant les guerres mondiales, tue un tiers de la population allemande. La leçon de la réforme, une fois qu'une structure de légitimité est brisée, l'autorité de l'Église romaine, elle ne se reconstruit pas. On ne peut pas désinventer la critique. La diversité religieuse impose progressivement la tolérance, non par idéal, mais par épuisement de la violence. C'est de cet épuisement que naissent lentement les premières idées de liberté de conscience et de séparation entre l'État et la religion. Conclusion A. La Renaissance et les grandes découvertes posent une question qui ne nous a plus quittés. À quel prix le progrès? L'imprimerie libère la pensée et propage aussi les fausses nouvelles, les pamphlets haineux, la propagande religieuse qui alimente des décennies de guerre. Les voyages d'exploration ouvrent le commerce mondial et inaugurent des siècles de colonisation, d'esclavage, de destruction de civilisation. La réforme brise un monopole intellectuel étouffant et déclenche des guerres religieuses d'une violence extrême. Ce n'est pas une raison de condamner en bloc cette période. C'est une raison de comprendre que toute transformation majeure crée des gagnants et des perdants, et que les perdants ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Dans le prochain épisode, la Révolution française, 1789. Comment une monarchie absolue s'effondre en quelques années, et comment les idées des Lumières deviennent, dans le sang et le chaos, un nouveau modèle politique pour le monde. À mardi sur Horizon Infini.